Amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons pour cette séquence L'art en beauté, un peintre, Guillaume Lebaube. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous avons le grand bonheur, et nous allons tout de suite le partager avec les téléspectateurs, le grand bonheur de ce tableau de Senlis, de cette vue de Senlis qui est très belle et qui donne tout de suite l'image et l'idée de votre talent, Guillaume Lebaube. Quand avez-vous eu la conscience de votre don et la volonté d'obéir à une vocation? Oui, alors justement, je pense qu'il s'agit, enfin j'ai l'impression en tout cas véritablement d'une vocation, parce que ça m'a pris très tôt dans l'enfance. Ah oui. Mais il est vrai qu'il y avait un terreau familial quand même. Votre père? Alors non, mon père n'était pas du tout artiste, mais je vivais avec nous habitions chez mes grands-parents. Mes grands-parents dessinaient très bien. Mon grand-père, donc maternel, alors c'est surtout du côté maternel, concevait des luminaires donc, qu'il aquarellait. C'est un petit peu la manière des artisans d'autrefois. Oui, et donc j'avais leur fils, mon oncle, qui lui était marin et peintre, donc qui me montrait, me donnait des conseils quand je dessinais enfant. Et puis j'avais des ancêtres, leurs propres parents, des arrière-grands-parents qui étaient des peintres professionnels. Donc j'ai baigné un petit peu dans tout ça. Vous descendez d'une lignée de peintres? Oui, du côté de ma mère. Du côté de votre mère. Ça, c'est très bien. Donc je baignais au milieu d'étoiles. Et voilà. Vous faites les beaux-arts? J'ai fait les beaux-arts, oui, à Paris. Et vous vous installez à Senlis tout de suite ou... Oui, pratiquement. Enfin, c'est-à-dire qu'avec... j'ai rencontré ma femme aux Beaux-Arts, donc nous sommes peintres tous les deux. Vous êtes peintres tous les deux. Nous avons fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et puis, c'est ça, elle donnait déjà des cours et nous sommes installés à Senlis. Étant parisien au départ. Et vous êtes installé à Senlis. D'où ce très très beau tableau sur Senlis, ce ciel extraordinaire. Alors, prévenons tout de suite nos amis de TV Liberté. Vous êtes un peintre qui aime le réel. Oui, j'aime la nature. Je pense qu'il y a une quête en fait à essayer de la transcrire, il y a même presque, comment dire, vous savez, c'est un petit peu comme un animal sauvage, quand on l'aperçoit, il s'enfuit, on le voit de façon furtive. Et je trouve que essayer de représenter un instant de vie, un moment furtif de la nature qui peut être dans une lumière, c'est une quête qui effectivement et peut meubler toute une vie en fait. Et c'est passionnant. Ouais. D'autant plus que vous avez filmé des scènes de bord de mer, la plage, et là c'est la difficulté à l'extrême, non? Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est accompagné de cet oncle dont je parlais tout à l'heure. En fait, dès l'âge de 16 ans, j'ai planté mon chevalet avec lui. Lui étant marin, faisant beaucoup de marine sur les bords sur les côtes. Ouais. Et il y a, c'est-à-dire qu'en fait, il faut très peu de temps en fait pour arriver à saisir une lumière, et on peut pas rester plus de 2 heures au même endroit, enfin, parce qu'après la lumière a trop changé. Et si on veut vraiment donner la sensation d'un moment vécu, en fait, il faut revenir à un autre jour. Ça peut être le lendemain, mais à condition que la lumière soit la même. Donc, ça peut être même 1 an après ou 2 ans après, à condition que ce soit la même, au même endroit, évidemment, mais et au même type d'éclairage. Voilà. C'est fou, cette recherche du même éclairage. Oui, c'est ce qui va donner l'illusion, en fait. C'est parce que, vous savez, dans la peinture, il y a évidemment les couleurs, mais il y a aussi ce que les peintres appellent des valeurs, c'est-à-dire que l'intensité des gris, chaque couleur ayant une intensité de gris différente, et c'est l'exactitude de ces valeurs, de la représentation de ces valeurs, qui est donnée par l'éclairage, par la lumière, qui va donner l'illusion de la vie, en fait. C'est assez curieux, mais c'est ce qui fait que des peintres comme Corot, par exemple, qui peignaient en plein air aussi, et arrivaient à donner cette illusion que l'on a, ou comme Monet, par exemple, d'un moment vécu,
parce que c'est la retranscription au plus juste de la juste valeur, enfin de l'intensité des noirs et des blancs derrière la couleur. Ouais. C'est très intéressant de vous écouter. Vous faites aussi des portraits. Oui. Des portraits qui sont extrêmement vivants, et on a l'impression que vos personnages vont parler. Et c'est une source de revenus pour un peintre que les portraits. Absolument, alors ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été, oui. Et ça perdure un petit peu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a... Oui, malgré la photo. Malgré la photo, les gens aiment bien avoir, enfin un certain nombre de personnes, oui, évidemment, oui. Un portrait qui est un peu plus marquant, qui souvent des sanguines, voilà, ou voire parfois des peintures. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est parce que les traditions ayant changé, enfin, ou le mode de comportement des gens qui posent, c'est de faire poser justement, souvent pour des séances qui peuvent être un petit peu rébarbatives, un peu longues, les modèles. Alors c'est surtout les enfants tiennent. Oui, voilà, les enfants ne doivent pas tenir sur la durée. Voilà, oui. donc il faut souvent doubler par des photographies pour pouvoir continuer. Parce que les enfants ne tiennent pas en place, en général, ils ont beaucoup de mal. Bien sûr. Et vous faites aussi de la restauration d'objets, de tableaux ou de devants d'hôtel. Voilà, en ce moment, oui, ça rend. Alors il y a certaines choses, nous ne sommes pas enfin, je parle, ma femme et moi ne sommes pas restaurateurs proprement dit, mais on demande votre aide. Voilà, pour certaines choses, ce sont des interventions qui. En ce moment, nous sommes en train de restaurer le maître-autel de Saint-Antoine de Compiègne, qui est une église à Compiègne, qui est une église gothique, qui est magnifique, qui a une base qui est du premier gothique, mais cet autel est Napoléon III, donc il n'est pas classé monuments historiques, mais il a été très très dégradé. Et là, donc, il a fallu prendre des calques et repeindre finalement. Et donc, vous lui redonnez une petite jeunesse. Voilà, parce que le salpêtre avait dévoré l'ancienne peinture. Alors là, c'était effectivement un travail que nous avons fait cette année qui a demandé beaucoup d'heures de travail. Et maintenant, il va falloir échafauder pour faire la flèche, parce que c'est un hôtel néo-gothique, en fait. Oui. Vous allez porter un harnais pour ne pas risquer de tomber? Je ne pense pas. Bon, je vais essayer de ne pas avoir le vertige, mais ça ne monte pas non plus à des hauteurs vertigineuses. Enfin, il doit bien monter quand même à 8 mètres. Hein, oui, donc, quand même, 8 mètres, il y a de quoi... il y a de quoi se casser une jambe. Oui. Et puis, vous avez une activité de pédagogue. Voilà, oui, c'est ça aussi. Alors bon, donc, souvent, les peintres associent... Oui, pardon, avant l'activité de pédagogue, puisque on va glisser d'un sujet à l'autre, vous avez illustré des contes, des livres pour enfants. Et là, vous avez une gaieté, vous avez j'aime beaucoup ces illustrations. Oui, alors j'ai illustré un certain nombre d'ouvrages, notamment également 3 livres que j'ai écrits sur les techniques de peinture, et puis un carnet de voyage sur les Pyrénées, qui est plutôt destiné aux enfants aussi, qui est sous forme de dictionnaire, ou de sorte de glossaire. C'est quel éditeur ? Alors, c'est un éditeur qui a disparu, mais qui s'appelait Éclair de Plume. Voilà, Éclair de Plume. Mais on trouve encore ces ouvrages ? Oui, on peut les trouver. Moi, justement, je n'ai racheté une réserve. Bon, donc, c'est pas parti au pilon. Donc, on peut aller sur votre site internet ? Oui, on peut me contacter. Guillaume Le Baube sur internet. Voilà, c'est ça. Et alors, j'en viens justement à cette activité de pédagogue parce que vous me disiez que vous enseignez à un type particulier de jeunes gens bien précis. Oui, alors en ce moment, je donne. Alors, ça fait déjà au moins une vingtaine d'années que je donne des cours à l'école. Alors, ça paraît étrange, mais à l'école de kinésithérapie de Paris, pour former des futurs kinésithérapeutes. Moi, je ne les forme pas au massage, mais par contre, je leur donne des clés du dessin. Et puis, comme ils sont jeunes et puis finalement, c'est une transmission d'un enseignement ancien, donc ça va assez vite, ça passe très bien. Et ce qui leur permet donc ils posent alternativement et on étudie certaines régions parallèlement au cours d'anatomie.
Et il y a deux parties en fait dans ce cours de morphologie. Une partie palpatoire, c'est pas moi, et puis une partie observation à travers le dessin, si vous voulez, pour écourter un petit peu. Je leur apprends à observer le corps humain, parce qu'au Beaux-Arts, on avait une formation en anatomie qui était quand même qui est très importante, qui a complètement disparu. Non, pas totalement. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, mais en tout cas, le professeur qui donne cours à l'heure actuelle, qui a succédé au précédent, est extrêmement compétent. Donc, je l'imagine que... C'est revenu, parce que je crois qu'il y a eu un moment où on a... Alors, le cours d'anatomie est toujours resté quand même très solide. Donc, c'est qu'on a quand même bazardé beaucoup de statues. Ah oui, alors là, on a détruit, en mai 68, effectivement, on a détruit à coups de marteau, enfin, on ne sait pas qui d'ailleurs, les merveilleux, oui, des révolutionnaires, évidemment. Des moulages qui étaient très du beaux. passé faisons table rase, voilà, c'est ça, cette horrible phrase qui, dans sa totalité, veut tout détruire, en fait. Donc, à coups de marteau, on a détruit de merveilleux moulages qui avaient été pris sur des originaux, en Italie notamment, et en France aussi. Parfois d'œuvres, donc c'était des moulages anciens d'ailleurs, beaucoup a été fait au XVIIIe ou XIXe siècle. Certains ont été récupérés, on est arrivé à recoller les morceaux et ils sont exposés à l'heure actuelle à Versailles. Là, il y a eu des destructions très très sévères là-dessus qui ont cassé finalement le lien qu'il y avait entre non seulement le passé, la tradition, mais aussi entre la confiance exercée entre une partie de cette école qui est magnifique et merveilleuse, que j'aime énormément, parce que les murs recèlent énormément de toute l'effort des artistes du passé qui ont travaillé là-dedans. Et voilà, une confiance qui est cassée entre finalement la conservation qui est autour de la bibliothèque et les étudiants qui, eux, sont maintenant dans leur mouvement. Donc à l'heure actuelle, là je ne peux pas tellement en parler parce que bien sûr. Je n'y suis plus. Mais alors, c'est étonnant cette approche pour les kinésithérapeutes par le dessin. Ça, c'est vraiment très important. C'est très étonnant. Oui, alors je le trouve. Enfin, donc alors il y a deux axes que je donne dans ce cours. Je leur fais des projections sur qui peuvent s'apparenter un peu à l'histoire de l'art, mais qui est sur l'histoire de la représentation du corps humain. C'est-à-dire pourquoi aussi essayer de comprendre le sens des œuvres d'art, pourquoi le corps est représenté de telle ou telle façon. Donc ça va de la préhistoire. Bon, c'est un survol, mais j'essaie vraiment que ce soit très profond, que ça parle vraiment du sens de l'œuvre et pourquoi elles sont Donnez-nous faites ainsi. Un exemple. Par exemple, j'y étais ce matin et on travaillait sur le pied. La région du pied, donc ils le font parallèlement en anatomie. Bien sûr. Et les Égyptiens représentent que des pieds internes, en fait. Quand c'est un pied externe... Qu'est-ce que vous appelez un pied interne, pied externe? Vous voyez, la partie extérieure du pied n'est pas la même que la partie intérieure. D'accord. Et alors, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça à travers l'histoire de l'art, des représentations de corps humains différentes, mais c'est dû au fait, pour écourter, que vous savez, les Égyptiens, il y a aussi cette représentation avec les yeux de face, le corps de profil, mais les épaules de face, etc. Et en fait, ils s'interdisaient des effets de perspective ou de cacher des éléments du corps. C'est-à-dire, par exemple, les épaules de face sont plus perceptibles, plus lisibles que des épaules de profil où il faut faire un travail de perspective et peut-être un effort de compréhension pour la comprendre. Et en fait, c'était dû à la vertu magique de cette image, de l'image, qui avait non seulement un pouvoir de réception émanant des forces spirituelles, divines, qui pouvaient être un réceptacle de ces forces-là, mais elles en émettaient aussi et pouvaient influer dans l'au-delà, sur le comportement, les épreuves que le défunt allait supporter dans l'au-delà. Et donc pour ça, ces images devaient être bien comprises par les forces supérieures, les forces transcendantes, les forces divines. Et c'est pour ça qu'ils s'interdisaient des représentations naturalistes, mais des représentations qui étaient codifiées, en fait, et qui n'ont pratiquement pas bougé pendant 2500 ans, en fait. Ils sont restés pratiquement les mêmes pendant toute cette période. Voilà, bon, c'est un exemple, mais enfin... c'est un exemple on parle de la Renaissance aussi. Et puis, vous avez d'autres étudiants
qui, eux, se préparent au dessin animé. Voilà, c'est ça. Donc cette année, et puis quelques années précédentes aussi, il y a depuis 3 ans, je donne des cours à des... Donc alors là, sur les styles architecturaux et sur le dessin, pas le dessin d'architecture, mais disons, enfin, il y a au programme certains styles d'architecture. Par exemple, il y a l'architecture classique française, et puis jusqu'au néoclassicisme, etc. L'architecture paysanne aussi. Et donc, je leur apprends à reconnaître ces styles. Je leur fais travailler sur un glossaire avec les termes d'architecture. En fait, c'est une œuvre de culture générale, là. Oui, aussi, oui. là, qui tourne autour de l'architecture. Et le dessin. les préparer au... ils font des décors aussi, donc des décors d'architecture. Donc là, je parlais d'architecture paysanne, parce qu'effectivement, eux aussi, ils vont travailler sur des décors de villes médiévales ou des choses comme ça. Donc, ils ont besoin d'avoir des bâtiments qui tiennent la route, qui sont construits, sur lesquels il n'y a pas d'incongruité, en fait. Et ils sont très heureux de ces cours. Alors, ces derniers-là, ces étudiants-là, en fait, ont été... enfin, je n'aurais pas tellement parlé avec eux, mais je les soupçonne, ils ont été frustrés par l'éducation nationale. On les voit très bien ayant dessiné pendant les cours. Et alors là, ils sont en fait passionnés par le dessin. Il leur manque évidemment énormément de culture artistique et de culture générale, et du coup il faut aborder ça en les faisant dessiner en même temps. Par exemple, on a fait une sortie place des Vosges, et là je leur explique la structure des bâtiments, pourquoi et tout de suite, hop, allez, voilà, il faut qu'il. Mais ce qui est très bien, ce qui est une bonne façon évidemment d'analyser les formes. Absolument, oui, absolument. Écoutez, merci beaucoup Guillaume Lebaube de cette présentation de votre art et de votre enseignement. Donc je dis aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Guillaume Lebaube sur Internet, sur son site tout simplement, et peut-être lui rendre visite à Senlis. Pourquoi pas. Donner un coup de fil avant. Donner un coup de fil avant, bien sûr. Et merci beaucoup d'être venu vous présenter pour les téléspectateurs de TV Liberté. Merci beaucoup Guillaume Lebaube. Merci madame. À très bientôt. J'espère. Une exposition peut-être? Il n'y a pas de prévu en ce moment. Non. Alors pour une prochaine exposition. Oui, c'est ce qui peut arriver. Merci. À très bientôt, chers amis de TV Liberté, pour une autre séquence de Perles de Culture.